Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves du Collège de Bernica, aux élèves de 3e et bienvenue pour cette nouvelle émission de géographie, aujourd'hui consacrée au deuxième volet du chapitre Aménager les territoires ultramarins français. Après une première leçon sur les caractères et spécificités des territoires ultramarins français, nous rentrons aujourd'hui dans le vif du sujet concernant l'aménagement de ces territoires, avec d'abord le corrigé d'un travail que je vous avais proposé sur une étude de cas sur la nouvelle route du littoral, et puis ensuite nous élargirons sur les politiques d'aménagement adaptées à ces territoires d'outre-mer. Je vous ai proposé également de compléter la carte de l'outre-mer français. Vous pouvez m'envoyer vos travaux, si ce n'est déjà fait. Il y avait également le schéma qui se trouvait à la fin de la planche de document, un schéma de synthèse, sur lequel vous pouviez également travailler et qu'on va tâcher de corriger aujourd'hui également. Pour démarrer l'étude de cas sur la nouvelle route du littoral, NRL à La Réunion, je vous avais proposé quelques documents et puis vous aviez également les documents du livre que vous pouviez utiliser. Donc 3 axes, 3 questions. Pourquoi une telle route? Les raisons invoquées par le Conseil régional de La Réunion, première question. Deuxième question, description de la future route et financement. Et troisième question, quelles critiques sont faites envers ce projet? Donc je vous proposais de regarder tout d'abord les documents 1 et 2, page 300. Le document 1 est une carte qui nous permet de mieux comprendre la localisation de cette route du littoral. Le littoral veut dire le bord de mer. On l'appelle également route en corniche. Une corniche étant un versant très raide, généralement avec un sommet horizontal ou plat. Effectivement, ici, on a une corniche rocheuse. Cette route en corniche, d'ailleurs, a été mise en musique et en chanson par le Ségati Michel Admet, avec sa chanson « La route en corniche ». Alors, c'est une route qui relie Saint-Denis à la Possession, qui fait actuellement 16 km, et c'est une route qui a été créé en 1963. Auparavant, lorsqu'on voulait aller de Saint-Denis vers le port Saint-Paul, on passait par la route de la montagne. Il n'y avait qu'un petit sentier au pied de la falaise, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au XIXe siècle, on utilisait encore le cabotage en reliant les villes par canaux, d'où l'existence d'ailleurs à l'époque de marines. On voit encore les pieux de la marine qui pouvaient exister à la Possession. Il reste 1 ou 2 pieux en fonte. On utilisait des pontons qui s'avançaient en mer pour recharger ou décharger les marchandises. On pouvait d'ailleurs utiliser aussi les chemins ou les routes quand la route était carrossable avec des charrettes, mais aussi des sentiers avec des mules ou des ânes. Donc cette route en corniche a été créée en 1963. À l'époque, on dit que le terrassement, c'est-à-dire mettre en place des matériaux de façon à créer un plat au bas de la corniche, ces terrassements ont été réalisés par l'artillerie de la marine française lors d'exercices militaires. Des tirs qui permettaient de faire tomber des rochers qui pouvaient s'accumuler ensuite en bas et permettre un terrassement. Cette route s'est avérée tout de suite dangereuse à cause justement des éboulements pouvant tomber, suite à des épisodes pluvieux. Le Ségati Michel Admet chante d'ailleurs « Moins la peur, Midiaou, prendre la route en corniche ». C'est pas pour rien, puisqu'il y a eu des accidents. À la fin des années 2000, on avait compté, je crois, 22 morts, 22 décès, et notamment en 2006, un éboulement qui fait 2 morts de gens coincés sous les rochers. En 1976, on va élargir cette route qui ne fait que 2 voies à 4 voies. Ça coûte d'ailleurs à l'époque 230 millions de francs et c'est une route chère à entretenir. Pour protéger les automobilistes et pour éviter que les éboulements n'aillent sur la voie, on va poser des filets le long des falaises,
filets anti-sous-marins d'ailleurs, et on va également installer des potences avec des filets le long de la route. Cet entretien est coûteux et la route est dangereuse. Donc il y a un problème à La Réunion de liaison routière sur cet axe-là. Notons que avant la liaison routière existait une liaison ferroviaire. Le train passait par cet axe-là, mais le train passait en tunnel avec des ponts qui ensuite ressortaient pour passer les ravines. Pourquoi une nouvelle route du littoral ? On va commencer par le document 2 du livre, page 300. On va lire ce document. C'est d'après www.challenge.fr, avril 2014. Donc une revue en ligne. L'avis du président de la région. Ce projet pharaonique est une prouesse technique mondiale. Une nécessité absolue, justifie Didier Robert, le président de la région Réunion. L'actuelle route qui relie le chef-lieu de la Réunion Saint-Denis au centre du port, au pied des falaises volcaniques de l'île et au bord de l'eau, subit régulièrement les éboulements et les assauts des vagues. Nous sommes obligés de fermer des voies 30 à 40 jours par an, ce qui provoque de gros problèmes de circulation. Ce texte nous parle de 30 à 40 jours. Des sources comme Wikipédia nous parlent de carrément 60 jours par an. Donc les solutions pour éviter de fermer complètement, ce qui est le cas parfois de cette route, c'était la mise en place de ce qu'on appelle le canal bichique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 4 voies, on va passer à 2 voies plus une, en supprimant une voie le long de la falaise et en reportant le trafic sur la voie qui se trouve le long de la mer, pour limiter les risques. Ce système qui se met en place à l'aide de plots que l'on peut déplacer est d'ailleurs unique en France et la machine qui permet de déplacer ces plots pour créer une voie supplémentaire côté mer est unique en France. On peut compléter par le document 6 que vous aviez sur votre fiche de travail, un document intitulé « Pourquoi un tel projet ?» Donc la source est Antoine Boudet, la route la plus chère au monde, progresse à La Réunion. C'est un extrait d'article des Échos, les Échos, un journal, du 31 mai 2016. On lit le document. Le nombre de déplacements sur les routes nationales ne cesse de croître, en hausse de 2,4% entre 2014 et 2015. De plus, le président de région met en avant les créations d'emplois, 3000 emplois directs et indirects et plus de 800 réunionnais en formation. Mais surtout, la nécessité qu'il y a de trouver une solution alternative à l'actuelle route en corniche, vieille de plus de 40 ans et sous la menace d'un effondrement majeur de falaises qui pourrait ensevelir voitures et automobilistes. Il s'agit de sécuriser l'axe entre le port, poumon économique de l'île, et la capitale réunionnaise. Eh bien, au travers de ces documents, on peut apporter comme réponse à la question « Pourquoi une telle route ?» et quelles sont les raisons invoquées par le Conseil régional de la Réunion et son président Didier Robert. Donc là, je vous enverrai la correction. Donc, inutile de prendre son temps à reprendre tout le corrigé. Il est par contre intéressant de comparer ce corrigé à ce que vous avez pu inscrire sur votre fiche de travail avant ce cours. Pour justifier la construction de cette route, le Conseil régional invoque une augmentation du trafic routier. C'est vrai que depuis l'ouverture de la route des Tamarins en 2009, on a constaté une augmentation de plus 15% du trafic sur cette route du littoral. Donc augmentation du trafic routier, nécessité de trouver une solution pour sécuriser cet axe, sécurisation, soumis au risque d'éboulement rocheux. Et puis on peut rajouter que de plus, ce projet a l'avantage de créer des emplois. Alors il y a d'autres raisons qui ne sont pas indiquées sur ces documents, qui est par exemple le fait que l'actuelle route du littoral est coûteuse à l'entretien, en plus des problèmes de sécurité et des problèmes de fermeture en cas de pluie. Deuxième question, description de la future route et financement. Le document 1 qu'on regardait tout à l'heure est intéressant. Il nous fait prendre conscience que ce projet n'est pas qu'un viaduc. C'est-à-dire, viaduc permet de transporter, de faire passer une voie de circulation. Donc ce viaduc, il fait 5 km sur ce projet, mais il est complété par une digue, 4,8 km, vous le voyez,
Qu'est-ce que c'est qu'une digue? Eh bien, c'est du remblai. C'est des matériaux, des rochers qu'on va ramener le long de la route actuelle pour remblayer, si vous voulez, et faire une route sur ce remblai. C'est intéressant parce que souvent on l'oublie. On voit que le viaduc, mais non, c'est moitié viaduc, moitié digue. C'est un élément qu'on peut noter. On le voit d'ailleurs un petit peu sur l'image de synthèse, document 3, page 301. Au premier plan, on voit le viaduc. Et puis, on devine ensuite la liaison vers la digue qui va vers la possession. En ce qui concerne le financement, document 7, vous avez donc un diagramme circulaire qui nous indique la répartition du financement entre les différents acteurs. Lorsque le financement a été établi en 2011, le projet a été évalué à 1,6 milliard d'euros. Actuellement, il y a des surcoûts et la Cour des comptes a tablé sur au moins 2 milliards d'euros. Qui finance ce projet? Vous avez en mauve État, ensuite vous avez en jaune le FCTVA, le Fonds de compensation pour la TVA, donc ça c'est également l'État. Vous avez le FEDER, et là on l'avait vu, souvenez-vous, lorsqu'on avait parlé de l'Union européenne, ça fait partie des fonds européens de développement économique régional. Et puis vous avez la région Réunion, 41,7% quand même, c'est pas négligeable. Donc globalement, l'État finance la moitié du projet, l'Europe un petit peu moins de 10% et la région plus de 40%. Alors une des inquiétudes d'ailleurs des élus même ou des associations qui craignent pour l'impact financier, c'est que le surcoût de ce projet serait pris en charge par la région. Or, la région est financée en partie par les impôts des Réunionnais. Donc il y a une inquiétude et on peut prévoir une augmentation des impôts locaux. Pour la description de cette future route, c'est une route 2 fois 2 voies. Au départ, ça avait été présenté comme un projet 2 fois 3 voies. Non, c'est une 2 fois 2 voies au niveau de la circulation automobile, mais en 2010, on a intégré une voie réservée pour les transports collectifs supplémentaires. Et il y aura même aussi une piste cyclable. D'ailleurs, cette voie supplémentaire pour transport collectif, avec possibilité de mettre aussi une voie ferroviaire, a permis au projet d'avoir un financement européen. Intégrer un transport collectif sur cette voie était une des conditions pour obtenir un financement européen. Je rappelle au passage que l'ancien président de région, Paul Vergès, qui avait établi un projet avant l'arrivée de l'actuel président de région Didier Robert en 2010, l'ancien président de région avait lui proposé un projet de tram-train, donc de voie plutôt ferroviaire, qui passait par la montagne et qui avait l'avantage de proposer une liaison type transport collectif. Donc je continue la description. Une route 2 fois 2 voies de 12 km, en partie en viaduc au-dessus de l'océan, 5,5 km. Ce sera d'ailleurs le plus long viaduc de France. Et en partie en digue le long de la falaise, 4,8 km. Un coût prévu de 1,6 milliard d'euros, avec un financement qui vient pour 9% de l'Union européenne, pour 49% de l'État français et pour 42%, j'arrondis, de la région Réunion. Troisième question, quelles critiques sont faites envers ce projet? Documents 4 et 5, page 301. Le document 4, un texte intitulé « Un citoyen s'exprime contre le projet ». En effet, c'est un texte issu d'un blog, le blog de Monsieur Mondialisation, qui date du 19 août 2015. On lit le document. Le coût de cette nouvelle route est au détriment de toutes les dépenses dont l'île aurait besoin. Formation, lycée, transport en commun, remise en état des sentiers, transition énergétique, etc. Alors que 30% des habitants n'ont pas de voiture, entre parenthèses liées à la pauvreté, l'île ne dispose ni de train ni de tramway. Le réseau de bus ne dessert pas la totalité de l'île et ne circule pas en soirée. Notons que la route du littoral actuelle est empruntée par seulement 4% des Réunionnais. Le projet de tram-train, celui dont je viens de vous parler,
La note nous dit tram-train, véhicule qui peut circuler à la fois sur des voies de tramway, donc dans le cadre urbain, en ville, et sur le réseau ferroviaire. Le projet de tram-train projeté par l'ancienne majorité régionale sur le même tronçon a été abandonné. Son but était double: réduire la circulation automobile de plus en plus problématique et soutenir la transition écologique de l'île. La transition écologique est ce moment où on passe d'un état de consommation important et de pollution important à un autre état dit écologique où les consommateurs, les habitants pollueraient moins et auraient un impact environnemental moindre. Deuxième document, document 5, page 301, titré « Des inquiétudes environnementales ». C'est un texte qui émane de la SREPEN, Société réunionnaise d'environnement et de protection de la nature, et c'est un texte qui date de 2013. L'île de la Réunion est une île à la biodiversité exceptionnelle reconnue mondialement. On avait vu la définition de biodiversité. Elle a été inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. Or, le projet de nouvelle route du littoral va perturber, endommager et ou détruire des espèces protégées et leurs habitats naturels, mais aura également un impact sur tous les chantiers futurs. La baleine à bosse et le grand dauphin de l'Indo-Pacifique sont deux espèces protégées bien connues de nos côtes. Ces deux espèces et bien d'autres encore sont menacées par le projet. Toutes les instances scientifiques reconnues au niveau national, Conseil national pour la protection de la nature, et au niveau régional, Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Réunion, affirment qu'il existe un risque réel pour la conservation des espèces impactées par le projet. Avant de passer au document 8 que vous avez sur la fiche, je vous propose de démarrer la trace écrite et de faire un peu le point sur les éléments critiques que ces deux documents font ressortir. Le premier document avance que cette dépense est injustifiée, compte tenu des retards de développement, des inégalités sociales qui peuvent exister à La Réunion. Donc on peut noter, cette route est critiquée car elle représente une dépense importante, alors que l'île aurait besoin d'autres équipements mieux orientés vers une population défavorisée. On a parlé de transition écologique, on peut rajouter qu'elle encourage la circulation automobile, alors que la transition écologique préconise des modes de transport moins polluants. C'était le cas par exemple du tram-train. Enfin, avec le document de la SREPEN, on peut rajouter qu'elle représente une menace pour la conservation d'espèces protégées et des paysages inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO. On peut noter au passage que la région réfute ces arguments en indiquant qu'il y a des principes de précaution qui sont respectés. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle des mesures compensatoires, avec 80 millions d'euros, je crois, de mesures compensatoires, avec notamment le financement d'associations de surveillance des cétacés, etc. On va terminer avec le document 8 que vous avez sur la fiche de travail. Un document intitulé « Un projet très contesté » d'après Alice Mérieux, « Pourquoi la route la plus chère de France ?» Les faits criés au scandale, tiré du site www.challenge.fr du 7 avril 2014. C'est d'ailleurs la même source que le premier document que nous avions lu tout à l'heure. Avec ce projet pharaonique, la Réunion court à la catastrophe sur le plan environnemental, car les deux énormes digues vont avoir un impact meurtrier sur la biodiversité terrestre et marine, sur le plan paysager, car il va défigurer le site patrimonial et historique de la Grande Chaloupe, sur le plan social, car ce projet ne sert que les intérêts du lobby automobile au détriment du transport en commun aujourd'hui sacrifié, sur le plan économique, car le chantier ne créera pas d'emplois durables. Sur le plan financier, car cette route coûtera au bas mot 2,5 milliards d'euros et tous les dépassements du budget initialement prévus seront supportés par les contribuables réunionnais qui sont actuellement parmi les plus endettés de France. Un texte très critique. Enfin, une telle route en mer sur un viaduc de 30 mètres de haut au-dessus des flots est un archaïsme dans le monde du changement climatique qui se caractérisera par une augmentation de la fréquence et la violence des cyclones. Donc c'est une route qui fait débat, on le voit, tout le monde n'est pas d'accord, chacun a ses arguments.
2,5 milliards d'euros, on n'y est pas encore. La Cour des comptes a acté 2 milliards d'euros, donc effectivement un dépassement. On parle de lobby automobile au détriment du transport en commun. Un lobby, c'est un groupe de pression en français. Et à ce sujet, d'ailleurs, une autre critique qui est faite vis-à-vis de ce projet, en dehors de l'attribution des marchés qui a posé problème, parce qu'il y a une certaine opacité apparemment à ce moment-là, on considère que le fait d'avoir fait moitié viaduc, moitié digue, alors qu'on aurait probablement pu proposer une route entièrement en viaduc, proposer une digue suppose qu'il faut amener du remblai. Or, qui est-ce qui amène le remblai? Ce sont des camions. Et qui est-ce qui conduit les camions? Eh bien, c'est le lobby routier des transporteurs. Parmi les critiques, il est également dit que ce projet sert le lobby des transporteurs routiers. Il y a un autre problème également, vous le connaissez peut-être, c'est l'approvisionnement en remblai. Où prendre ce remblai? Une autre critique qui a été faite également à ce projet, c'est de ne pas avoir prévu suffisamment les sources d'approvisionnement en remblai. Donc il y a eu des carrières qui ont été décidées et ces ouvertures de carrières font polémique parce qu'elles ne respectent, semble-t-il, pas toujours un cahier des charges pour la protection de l'environnement. Extraire des matériaux d'une carrière, il y a un impact évidemment pour l'environnement puisqu'on va créer un grand trou dans le paysage de la Réunion. Et puis faire du remblai sur des zones littorales. Ces zones littorales peuvent être aussi peuplées de récifs coralliens avec de la vie, de la biodiversité. Tout ça est recouvert. Donc on peut terminer l'argumentaire et critique vis-à-vis de cette route en indiquant la construction de digues suppose l'extraction de roches dans des carrières avec également un impact pour l'environnement. Les problèmes d'approvisionnement en roches retardent d'ailleurs actuellement le projet qui devait être livré en 2020. Là, on s'oriente plutôt vers une livraison en 2023. Puisque certaines carrières n'ont pas pu ouvrir, on utilise ce qu'on appelle des andins. Les andins, ce sont des monticules de pierre qui ont été extraits des champs de canne et mis sur les bords. Donc on va récupérer ces pierres pour faire du remblai. Un autre problème peut-être qui se pose, c'est que on risque de voir des carrières sauvages se monter qui ne seront pas contrôlées, à l'inverse d'une carrière officielle qui, elle, serait contrôlée. Voilà donc pour ce travail sur la nouvelle route du littoral dont vous aurez le corrigé au prochain cours. Quatrième et dernière partie, des politiques d'aménagement adaptées aux régions d'outre-mer. On peut reprendre le document 2, page 295. Ce sont des plans de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte et la Guyane. On remarque deux choses. Dans tous les cas, les espaces urbanisés en mauve, les villes, capitales régionales, centres économiques, etc., les lieux d'activité et d'implantation humaine sont situés sur les littoraux. On a donc ici un déséquilibre entre les bords de mer, les littoraux, et l'intérieur des terres. Or, vous vous souvenez, je vous l'avais dit, l'aménagement du territoire cherche à réduire les déséquilibres sur un territoire, un déséquilibre d'implantation et d'activité. Donc là, on a un premier déséquilibre à tenter de réduire dans les régions d'outre-mer. Le deuxième déséquilibre, la deuxième constatation, plutôt qu'on pourrait faire, c'est qu'on remarque que les îles, notamment, sont généralement soumises à des vents de sud-est. Sur le schéma, il y avait une petite erreur à ce niveau-là, puisque le vent est plutôt orienté nord-est. Des vents de sud-est qui amènent des pluies, des précipitations. C'est ce qu'on appelle la côte au vent. Alors que la côte sous le vent, celle qui n'est pas soumise à ces vents et à ces précipitations, a plutôt un climat ensoleillé. Donc on a une opposition entre ces deux côtes et souvent cette opposition détermine l'implantation humaine, les gens cherchant plutôt à vivre au soleil plutôt qu'à la pluie, même si en fait la pluie est une richesse notamment agricole. Donc on va continuer la fiche de travail. Quatrièmement, document 2, page 295, on peut noter. Il existe souvent un déséquilibre territorial entre un littoral attractif et l'intérieur des terres
et l'intérieur des terres délaissées. Et l'intérieur des terres délaissées. Entre une côte sous le vent plus ensoleillée que la côte au vent pluvieuse. Exemple, côte ouest, ensoleillée, côte est, pluvieuse, à La Réunion. Côte ouest, côte est. Le rééquilibrage n'est pas évident lorsque les activités sont liées au tourisme balnéaire, parce qu'on va se baigner. Donc surtout liées à la côte ensoleillée. C'est difficile de trouver des activités touristiques et balnéaires. Il n'y a pas de plage, pour prendre l'exemple de La Réunion sur la côte est, le rééquilibrage est difficile. Notons au passage que le risque requin, diminue actuellement l'attractivité balnéaire de cette côte ouest. Donc une politique d'aménagement cherchera à rendre attractive la côte au vent et rendre attractive l'intérieur des terres pour rééquilibrer les activités et les implantations humaines. Document 2, page 293 maintenant. C'est une photo qu'on avait déjà évoquée, c'est une photographie du port de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on appelle une infrastructure. Une infrastructure, ce sont les aménagements routiers, ponts, routes, tunnels, ports, aéroports, etc. Or, souvenez-vous, on avait vu que les régions ultramarines françaises, les régions d'outre-mer, sont souvent éloignées de la métropole. On avait parlé de discontinuité territoriale. Eh bien, pour assurer la continuité vers l'extérieur, il faut créer des ports et des aéroports. Donc voilà des éléments d'aménagement qui vont être nécessaires. Deuxièmement, on voit que c'est pas nécessairement des aménagements de transport entre l'outre-mer et la métropole. Si on prend les îles de Polynésie française, elles sont très dispersées. Donc il faudra des moyens de transport, que ce soit par bateau ou par avion, pour relier les îles entre elles. Et puis, on peut noter que des îles comme les Antilles ou la Réunion, ce sont des îles montagneuses. On a du relief. Donc si on veut rééquilibrer les activités entre le littoral et l'intérieur montagneux, il faudra là aussi développer des infrastructures de routes ou de voies de communication, de ponts, etc. pour désenclaver, pour relier l'intérieur de l'île au reste du territoire. On peut noter sur votre fiche, document 2, page 293, l'éloignement de la métropole, la dispersion des îles, comme en Polynésie française, le relief, comme à La Réunion, nécessite des infrastructures de transport, routes, ponts, aéroports, ports, particulières, des infrastructures particulières. À l'instant, on parlait des possibilités d'aménagement et de rééquilibrage vers l'intérieur de l'île, par exemple de l'île de La Réunion. Une des activités économiques principales de l'île, c'est le tourisme. Et donc, une des possibilités et une des voies d'aménagement et de rééquilibrage serait de développer le tourisme à l'intérieur de l'île. À l'intérieur de l'île, c'est-à-dire avec des structures d'accueil en montagne ou dans les hauts. C'est vrai que ça attire pas énormément de monde pour installer des grands hôtels à l'intérieur. Par contre, on se rend compte que des petites structures sont plus adaptées. On pense notamment aux gîtes ruraux, aux tables d'hôtes aux chambres d'hôtes qui sont installées dans les hauts et dans les cirques. Donc, ce mode de développement porte un nom, on parle d'écotourisme. D'écotourisme. Vocabulaire, page 303. Forme de tourisme durable qui respecte, préserve et met durablement en valeur les ressources d'un territoire pour les touristes. Donc on peut noter sur votre fiche le tourisme, secteur dynamique pour ces territoires, s'adapte à la fragilité des milieux naturels et à l'originalité des sociétés d'outre-mer grâce au développement de l'écotourisme. Grâce au développement de l'écotourisme, entre parenthèses, gîtes, chambres d'hôtes, encouragés hors littoral, en dehors du littoral, pour réduire les déséquilibres territoriaux. Le déséquilibre littoral intérieur des terres.
Vous aviez à compléter le petit tableau de synthèse, donc il suffit de regarder votre livre, page 303. On peut revenir également sur le schéma de synthèse que vous aviez à compléter sur la planche de documents. Alors, je ne vais pas revenir sur les petits documents que vous aviez à lire. On vous demandait d'utiliser les mots soulignés dans les documents pour compléter la légende. Donc on va corriger ensemble la légende. La partie 1 de la légende s'intitule « Les territoires loin de la France ». Donc vous aviez d'abord représenté les océans, l'océan éloignement de la France. Il serait intéressant de rajouter ici discontinuité territoriale avec le petit accordéon. Le volcan est indiqué. En vert, on pouvait indiquer forêt et parc naturel. Là, on a carrément un parc national à La Réunion qui contribue d'ailleurs à l'attrait touristique de l'île à l'intérieur de l'île. Ensuite, les flèches bleues, vous voyez là, je ne suis pas très content de l'orientation parce qu'elles sont orientées nord-est. Le régime habituel des alizés, c'est plutôt sud-est. Donc alizé, deuxième partie de la légende, des territoires inégalement aménagés, donc la ville principale, Saint-Denis, sur le littoral d'ailleurs, le port avec un triangle bleu, l'aéroport également à Saint-Denis. Et vous voyez que le port n'est pas très bien placé. Bon, là c'est un schéma de synthèse, mais pour nous, il est en discontinuité avec Saint-Denis quand même. Une route littorale, un littoral touristique sur la côte ouest, c'est-à-dire la côte sous le vent, la côte ensoleillée. Troisièmement, des territoires tournés vers la France et l'Union européenne. Il y a des échanges commerciaux, il n'y a qu'à voir le trafic d'avions et de porte-conteneurs, une aide financière de la métropole et de l'UE, c'est vrai, une immigration depuis les pays voisins. Nous, elle ne nous concerne pas trop, mais ça peut être un problème qu'on a noté pour la Guyane et surtout pour l'île de Mayotte. Et puis vous pouvez donc rajouter en haut sur la carte Union européenne et métropole. Le titre de cette carte pourrait être « Les caractéristiques des territoires ultramarins insulaires ». Je vous enverrai également la correction avec le corrigé de ce cours. Voilà, on a fait le tour de ce chapitre. N'oubliez pas de m'envoyer soit la carte de l'outre-mer, soit votre schéma de synthèse. Vous pouvez aussi m'envoyer d'ailleurs vos travaux sur la route du littoral avant que je vous mette le corrigé en ligne. Merci pour votre écoute et à la prochaine pour un nouveau cours de géographie, cette fois-ci sur l'aménagement du territoire en France.